ce webinaire. Donc, premièrement, je tiens à vous informer que ce webinaire est enregistré pour être ensuite diffusé sur la chaîne YouTube du Césaire qui débute là cette année ses contributions. Donc, ça sera une des premières vidéos après un premier webinaire qui a eu lieu en décembre dernier. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par le Césaire Centre Val-de-Loire, que j'ai le plaisir d'animer et qui a pour thématique la transition numérique des petits commerces. Alors, cet événement s'inscrit dans le cadre des Human Tech Days mis en place par le Conseil régional Centre Val-de-Loire et son Conseil régional du numérique. Alors, tout d'abord, une brève présentation des intervenants. On en a entendu quelques-uns qui sont présents à la table ronde. Et là, j'entends rien. Votre serviteur... Ah, vous n'entendez pas? Si, c'est très bien, c'est très bien. Continuez, Vincent. Votre serviteur, Vincent Santoul, les paramètres de périphérie. chargé de mission de la 3e commission économie, emploi-activité au sein du Césaire. Donc, ce webinaire sera divisé en 3 grandes parties. Une première partie qui sera la présentation de l'approche livrée par le Césaire il y a tout juste un an avec son rapport sur le virage numérique des TPE, avec 2 intervenants, le président Éric Chevet, président du Césaire, qui introduira ce sujet avec ses grands enjeux et les questions soulevées par cette transition devenue aujourd'hui, on le voit avec les confinements et les couvre-feux, une transition devenue indispensable. Pierre-Yves Humbert, conseiller du Césaire et rapporteur de cette autosaisine, qui synthétisera les freins aujourd'hui subis par ces chefs de petites entreprises qui souhaitent connaître cette transition numérique, qui peuvent éprouver des difficultés, et il déclinera les 11 préconisations du Césaire. Deuxième partie, après cette approche théorique, une approche plus territoriale, plus pratique, avec la présence de 4 témoins. Alors, je n'ai pas vu encore arriver Stéphane Grandjean. J'espère qu'il sera arrivé d'ici là. Il n'est pas le premier à intervenir, donc on verra s'il sera d'ici là. Donc, 4 témoins prévus au programme. Dany de Souza, qui est chef d'entreprise à Romorantin-Lanthenay et qui est créateur d'une marketplace. Voilà, mais ça se voit. Il faut rappeler Vincent de couper les micros. Coupez les micros, s'il vous plaît. Et je vais les couper moi-même. Pardon pour ces petits problèmes techniques. Donc, Dany de Souza, chef d'entreprise à Romorantin-Lanthenay, qui est créateur d'une marketplace territoriale, qui nous présentera. Stéphane Grandjean, que nous attendons, j'espère qu'il va venir, qui est offreur d'une solution de transition numérique et la particularité de transition numérique et environnementale, qui est au service des commerçants, mais pas exclusivement. Rémi Toisier du JPRECIA, qui est l'organisme régional pour la promotion des usages numériques, notamment auprès des commerçants, des petites entreprises et des moyennes entreprises aussi. Enfin, Géraldine Ferteux, qui est conseillère au Césaire et dirigeante d'un salon de coiffure en périphérie de Tours, utilisatrice assidue d'outils numériques dans le cadre de son activité. Enfin, nous terminerons par un échange avec la salle. Alors, soit via, ça dépendra du temps que nous aurons, soit via l'outil de conversation sur lequel vous pouvez d'ores et déjà poser des questions à tous nos intervenants, soit, si on a vraiment du temps, on a prévu 1 heure, peut-être qu'on pourra faire un quart d'heure de plus, on vous permettra de converser, mais bon, ça on verra le temps qui nous reste. Donc, après ces présentations, je donne la parole au président Chevet pour introduire le sujet et présenter tout d'abord en quelques mots le Césaire. Merci Vincent, merci et bonsoir à tous. Et je vois que petit à petit, ça commence à arriver. C'est un peu quand on est en ligne comme ça, on ne tient pas compte du quart d'heure. Alors chez moi, c'est Beauceron ou Percheron, mais chez vous, c'est Tourangeau, Orléanais. Enfin bon, il y a des quarts d'heure partout. Et en ligne, on commence à l'heure. Donc petit à petit, les gens arrivent. On essaye de commencer à l'heure. Écoutez, bravo aussi pour avoir saisi l'opportunité effectivement de valoriser les travaux du Césaire au travers de cet événement, si j'ai bien compris maintenant, annuel des Human Tech Days organisé par la région et qui permettent de rentrer dans un sujet qui nous tient à cœur, qui est celui des usages numériques et de la diffusion des usages, notamment dans les très petites entreprises. Alors, bon, en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vois autour de l'écran, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui doivent connaître un peu le Césaire. Donc, rappelez que sur ce sujet, oui, Jean-Jacques François, elle est au milieu de mon écran. Effectivement, lui, il le connaît. Bonjour Jean-Jacques. Et donc, le Césaire, c'est évidemment la représentation de la société civile organisée. Il y a plus de 50 organisations qui siègent
au sein de 4 collèges et organisations patronales, syndicats de salariés, associations, personnes qualifiées. Et évidemment, cette question numérique est évidemment très transversale. Et on est bien sûr tout à fait partie prenante dans cette question de l'évolution, de la transformation numérique à laquelle on est confronté. Moi, je veux revenir en fait au sujet que Pierre-Yves va détailler dans un instant et aux travaux que le Césaire a pu faire sur cette transformation numérique, parce qu'il y avait une statistique, alors qui date maintenant de quelques années, mais qui m'avait, moi, très interpellé. Cette statistique, elle mettait en fait la France, et notamment sur le plan des TPE-PME, la transformation numérique des TPE-PME en France, comparée aux autres pays d'Europe, nous plaçait derrière, alors je ne parle même pas des pays baltiques et du Nord qui sont absolument performants sur ces questions-là, mais derrière la Slovénie, me semble-t-il, derrière la Croatie, et c'est pas très vieux, hein, ça date d'il y a 3-4 ans maximum. Hein. Alors, on avait vraiment un vrai problème en France en matière de transformation numérique. On a toujours, semble-t-il, et Pierre-Yves nous le confirmera, on a quand même un vrai problème de transformation numérique des TPE-PME, alors même que Vincent, qui a bien fait son job, m'a fourni les chiffres. L'e-commerce s'est passé de 5 milliards d'euros en 2015 à 62,9 milliards d'euros. Et non, en 2015, voilà, on est passé de 5 en début des années 2010 à 62,9 milliards d'euros en 2015. Et aujourd'hui, l'année dernière, 103 milliards d'euros. Donc c'est absolument considérable. L'évolution est maintenant exponentielle. Et évidemment, ça pose question. Et l'accélérateur dont on sait que la crise Covid que l'on vit encore actuellement sera encore un accélérateur de cette transformation numérique du côté des usages de nos clients ou nos bénéficiaires de prestations. Et donc, évidemment, on a fort intérêt à se préoccuper de cette question. Alors, il y a encore beaucoup de champs, hein, beaucoup de questions à se poser sur ce sujet. Pourquoi on avance moins vite que les autres? Alors peut-être qu'il y a des sujets qui tiennent aux installations et aux infrastructures. Pierre-Yves nous précisera ce qu'on en a déduit, nous, nos études qu'on a pu faire au Césaire. Mais à côté de ça, on s'interroge sur les dispositifs, sur les freins, comment lever les freins, les facteurs de réussite, les conséquences des nouvelles pratiques, les actions existantes. Et puis, vous l'avez vu d'ailleurs, les financements qui viennent quand même, qui sont relativement nombreux et qui sont déployés aujourd'hui, y compris dans le cadre du plan de relance, avec la disponibilité je crois, d'une aide de 500 € pour tous les petits commerçants qui est mis en place là par Bercy pour accompagner cette transformation numérique. Donc c'est un sujet central, c'est un sujet majeur, c'est un sujet en plus qui permet, c'est un sujet d'aménagement du territoire. Ça, c'est souvent omis, mais c'est absolument important. C'est un sujet d'aménagement du territoire. Et donc, je pense qu'il fallait évidemment saisir cette opportunité de ces journées technologiques régionales et humaines, pour parler français, pour reprendre le sujet. Alors, voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction. Je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin, malheureusement, mais je crois que la conclusion est déjà prévue, enfin, du moins l'interlocuteur de conclusion est déjà prévu. Et donc, mais franchement, merci de participer à cet échange et surtout, au-delà de l'intervention de Pierre-Yves et des conclusions du Césaire, ce qui serait intéressant au terme de ce webinaire, c'est qu'on sorte 2-3 idées complémentaires qu'on puisse évidemment porter, nous, Césaire, pour faire en sorte d'accélérer encore plus et d'utiliser très clairement à bon escient le plan de relance qui est mis sur la table, que ce soit le plan de relance national ou le plan de relance régional, puisque vous savez qu'il est aussi conséquent. Merci, bons travaux. Pierre-Yves, peut-être. Merci, Président. Donc, je vais passer la parole à Pierre-Yves Humbert, rapporteur de l'autosaisine sur le virage numérique des TPE, qui va nous présenter les grands freins pour les chefs d'entreprise et les 11 préconisations pour réussir sa transition numérique.
Donc Pierre-Yves, c'est à vous. Donc oui, merci. Bonjour à tous. Juste avant de commencer sur ce rapport, repréciser peut-être juste qu'il a été fait. Donc c'est un travail qui a été fait en 2018 et 2019 par la 3e commission du Césaire. Donc il a été présenté au Césaire de tout début 2020. Il ne vous aura pas échappé qu'il s'est passé quelques événements depuis qui ont eu un impact sur la transition numérique des petites entreprises. Donc voilà, c'était recadrer ça, repréciser le contexte dans lequel on a fait ce rapport. Je vais vous partager ma présentation en principe. Voilà. Donc là, est-ce que vous voyez bien le… C'est parfait. Voilà. Donc voilà, pour préciser ce travail qui a été fait. Donc, les principaux freins qu'on a identifiés à la transformation numérique des très petites entreprises et notamment des commerces, on a identifié 8. Un premier qui était un problème de compétences et de motivation des chefs d'entreprise, puisque c'est déjà les premiers à engager ce type de démarche. Et donc, ils sont quelquefois, on a pu identifier qu'il y en avait qui estimaient que leur activité fonctionnait correctement et que donc l'utilité de s'engager dans la transition numérique était peut-être à questionner. D'autres qui pouvaient être convaincus de cette utilité, mais qui repoussaient au lendemain leur transition, enfin l'engagement dans cette démarche, pour des questions de temps, pour des questions de compétences, pour des questions de risque, voilà. Pardon, je suis un peu vite, excusez-moi. Donc ensuite, un manque de circulation de l'information sur les dispositifs en place. Ça, on a vu qu'il y a énormément de dispositifs, mais qu'ils sont relativement peu connus. Ensuite, on a pu constater une difficulté de financement. Pour la transition numérique, ce sont essentiellement des investissements immatériels, d'une part, ou matériels, mais avec une obsolescence très rapide. Donc, du coup, les financements bancaires sont difficiles à mobiliser sur ce type de projet. Et donc, du coup, c'est un frein pour s'engager là-dedans pour les très petites entreprises, dont généralement Ah, ça a coupé. Alors, Pierre-Yves. Pierre-Yves, on n'entend plus, hein? Oui. Sur les aléas du direct. Est-ce qu'on peut lui mettre un message? Alors, Pierre-Yves, il rejoint, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je pense qu'il va revenir, mais son image saccadée déjà. Ah ouais? Elle n'était pas stable? Non. Je vais peut-être continuer la présentation du PowerPoint le temps qu'il revienne. Oui, ce serait bien, Vincent. Pierre va quitter la réunion. Il va se reconnecter. Oui. Je vais essayer de l'appeler pendant ce temps-là. Oui. Allez-y, continue la présentation, Vincent. Je vais reprendre. Donc, je pense que vous voyez tous le PowerPoint. C'est très bien, c'est bon. Donc, sur les freins essentiels, je pense qu'il a été au deuxième frein sur le manque de circulation de l'information sur les dispositifs en place. On voit qu'effectivement, en région centre, il y a un souci au terme de communication. Donc, on verra les préconisations qui sont liées avec cela. Une difficulté de financement. On sait que même si ça évolue, même si ça change, on sait que certaines banques sont réticentes à financer des biens non matériels. Et typiquement, un site internet, par exemple, c'est un investissement non matériel. Et là-dessus, les banques sont plutôt parfois frileuses sur ce type d'investissement, même si ça change. Excusez-moi, mais voilà, j'ai une interruption du… Eh bien, j'arrive. Vous reprenez la main, je vous la redonne avec… Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais hop. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai présenté les 2 et 3e freins. Oui, d'accord. Donc voilà, donc les difficultés de financement liées au fait que c'était des investissements majoritairement immatériels ou des investissements matériels à obsolescence rapide. Donc ensuite, des difficultés pour trouver d'une part les compétences et choisir entre les compétences et les prestataires dont on peut avoir besoin.
Enfin, une certaine méfiance du pouvoir des grandes marketplaces Internet. On pense entre autres à Amazon par exemple, mais donc leur pouvoir et la crainte de pouvoir de perdre une partie de son autonomie en travaillant avec des grandes marketplaces. Et puis quand le chef d'entreprise peut avoir les compétences et la motivation pour le faire, on peut rencontrer un frein auprès de certains salariés parce que ça peut impliquer des changements de façon de faire, des changements d'habitude qui peuvent entraîner des réactions de certains salariés. On a relevé aussi, comme l'a soulevé le président Chevet, une fracture territoriale. De fait, dans les territoires peu denses, le manque d'accès à de l'Internet au débit met toute une frange d'entreprises en dehors du jeu. Et puis, on a aussi des questionnements sur l'éthique des usages et la protection des données, puisque qui dit commerce en ligne dit récupération de données de certains clients, et donc de façon sécurisée, sous la responsabilité du vendeur. Donc tout ça, ça peut générer un petit peu des inquiétudes et des questionnements. Le fait aussi que les données puissent être stockées à l'étranger, que des outils puissent provenir de l'étranger, voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent provoquer certains freins. Donc, à partir de ces freins, les préconisations qu'on a proposées se regroupent en 4 grandes rubriques. Donc, d'une part, une sur l'accès au débit, bien entendu, et ensuite sur la motivation et l'information du chef d'entreprise, puis sur la sélection des compétences pour l'identification et la sélection des compétences, et enfin sur la... Ça rebug à nouveau. Ah. Bon, je vais reprendre la main du coup pour vous présenter. Donc ça, ce sont les 11 grandes thématiques, les 11 grandes préconisations du Césaire sur le virage numérique dans les TPE. Et donc je vais reprendre. On s'excuse vraiment pour ce petit souci. Donc je reprends le bureau, le PowerPoint. Peut-être qu'il faudra le conserver, Vincent, si ça doit planter à chaque fois. Ouais. Il faudra conserver et vous passer les slides. Voilà. Donc, première action, c'était le prérequis, une connectivité égale sur l'intégralité du territoire. Donc là, c'est une fiche action type qui est présente sur le Césaire. Il y en a 11 comme ça sur le rapport. Donc là, vraiment, le prérequis, c'est qu'il y ait aussi, il n'y a pas tellement de soucis dans les zones denses, mais dans les zones rurales, on a plus de soucis pour se connecter à Internet. L'Indre, le Berry, l'Indre et le Cher notamment, très touchés par ces soucis-là. Donc, la question de passer tout le territoire en 4G, voire en 5G demain, quid de sa réalisation, par quel financement? Ensuite, petite synthèse des propositions. La deuxième proposition, relayer les enjeux du numérique et informer. On a vu qu'il y avait un souci en termes de communication des dispositifs qui existent, mais qui sont peu connus finalement, et qui peuvent parfaitement répondre aujourd'hui aux enjeux du numérique. Donc, il faudrait développer des relations avec les organisations professionnelles. Aujourd'hui, on voit qu'elles sont quasiment absentes des politiques du conseil régional, ces organisations-là. Professionnelles, ce sont plutôt les consulaires. Et élargir donc ce qui se fait avec les consulaires aux OP. Troisième proposition, favoriser les réseaux en lien avec les enjeux numériques en mettant en place des clubs numériques à l'échelle d'EPCI, d'intercommunalité, à minima de départements, pour favoriser les échanges entre pairs. Ces postes pourraient profiter d'un financement d'animation. Ça pourrait être des personnes, pas forcément des créations de postes, mais des permanents consulaires ou de PCI, des chargés de mission développement éco sur des intercommunalités qui pourraient s'occuper de ces clubs numériques. Quatrième proposition, il existe un outil très efficace au sein du conseil régional, le CAP développement volet numérique, qu'il faudrait aussi, qui est existant pour les sociétés, qu'il faudrait élargir aux associations et aux acteurs de l'agriculture.
Aujourd'hui, on voit que ce cap-là, la politique des caps au niveau de la région, elle n'est pas priorisée du tout. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est vraiment de prioriser, enfin de fixer une enveloppe au niveau de ces caps-là, spécifiquement sur le volet numérique, de 3 millions d'euros par an. Aujourd'hui, c'est la moitié qui est consacrée au niveau du numérique. L'objectif, ça serait de doubler, de la sanctuariser pour le numérique et d'élargir, donc, comme on élargit cette enveloppe-là, élargir aussi aux acteurs éligibles, que sont les associations et les secteurs agricoles. 5e préconisation, communiquer sur les dispositifs d'aide du Conseil régional. Donc, les outils existent, les aides existent, elles ne sont pas connues. Comment les faire mieux connaître? Bon, en lançant une campagne grand public via des canaux radio régionaux, associatifs par exemple, des affichages extérieurs 4x3, des communications Internet. Ça commence à se faire, mais il faut développer tout ça. Adapter les ressources humaines aussi. On a vu qu'il y a des soucis sur les territoires pour certaines entreprises ont des soucis pour joindre les développeurs économiques de la région spécifiquement. Donc, sans doute, mobiliser de manière plus importante des agents de région dans les espaces région-centre, au sein des différents chefs-lieux de département. Ensuite, une dernière proposition, ça serait mettre en place un parcours guidé packagé avec un package virage numérique qui comprendrait du début à la fin les étapes de la transition numérique d'un petit commerce ou d'une TPE, en 5 points qui sont détaillés ici. 6e préconisation, créer un dispositif d'entreprise TPE en transition numérique et développer les garanties bancaires. Donc là, ça serait il faudrait porter une loi reconnaissant un statut juridique d'entreprise en transition numérique qui permettrait d'inscrire à l'actif du bilan l'ensemble des investissements matériels et immatériels mobilisés dans le cadre de ces virages numériques-là et proposer des garanties bancaires financières de la BPI pour les sociétés et France Active pour les associations. On a vu qu'on souhaitait aussi le développer auprès des assos. 7e préconisation, s'appuyer sur le dispositif Digital PME qui va nous être présenté tout à l'heure. Je n'en dis pas plus. Les conseillers du Césaire ont trouvé le dispositif très intéressant, c'est pour ça qu'on va en parler ce soir encore, qu'on dit qu'il faut s'appuyer dessus, mais on pense qu'il peut être amélioré. Rémi Toisy nous en touchera peut-être 2 mots, nous dira peut-être que ce n'est pas possible, mais bon, il nous répondra. Un système de notation, comme on peut le voir sur d'autres sites internet, je prends Airbnb, mais bon voilà, l'améliorer pour qu'il y ait de réelles références clients des prestataires qui sont des prestataires de cet annuaire. En 8e préconisation, communiquer et former en priorité sur des outils libres ou gratuits. Là, c'est surtout pour des acteurs associatifs. On a vu qu'ils étaient très friands d'applications libres et gratuites, bien souvent. Donc, l'enjeu, ça serait de les promouvoir auprès des associations, mais aussi des chefs d'entreprise, parce que ces outils libres, ça peut être un premier pas dans le numérique, où le chef d'entreprise ensuite peut vouloir s'équiper de logiciels payants plus performants, mais cette première entrée peut être intéressante. 9e préconisation, mener une étude sur l'impact des marketplaces par Internet et voir s'il peut y avoir des opportunités locales de développement de ces marketplaces-là. Nous verrons un exemple avec Dany de Souza sur Romorantin. Donc, le but, ça serait de mettre en place, enfin de mener une étude sur les atouts et inconvénients d'accueillir une plateforme Amazon sur Orléans. Effectivement, ça crée de l'emploi localement. Ça peut en détruire dans d'autres localités. Donc, faire un petit peu la lumière sur les avantages et inconvénients et étudier en parallèle l'opportunité de création de marketplace, soit à vocation régionale, soit à vocation locale, au niveau de PCI, au niveau de département. 10e préconisation, alors 2 préconisations là sur les salariés spécifiquement. On a vu qu'il y avait certaines réticences, il y en a du côté des chefs d'entreprise, il y en a aussi du côté des salariés. Même si ce sont des TPE, moins de 10 salariés, il peut y avoir des résistances. Donc la 10e préconisation, ce serait de former des salariés à de nouvelles compétences et les laisser expérimenter via un management d'accompagnement. Les outils numériques, c'est intéressant, mais ça demande un certain temps d'adaptation des salariés. Il est important d'avoir un management bienveillant pour que les salariés puissent prendre en compte ces outils-là. Ensuite, ces nouvelles compétences acquises par les salariés,
il est important de pouvoir les valoriser. Les valoriser en termes de temps de travail et en termes de fiches de paie, tout simplement. Donc, en termes de reconnaissance, il existe des certifications, le CLEA numérique notamment, portées par les organismes les organisations professionnelles, pardon, qui permettent ensuite aux salariés de vendre une certaine compétence. Et ensuite, en entreprise, prendre en compte le temps de travail mis en lien avec découlant de ces nouveaux outils numériques, de ces nouvelles applications. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation-là. Je ne sais pas si Pierre-Yves est revenu, s'il veut ajouter un mot. Alors oui, je suis revenu, je suis désolé. Manifestement, il n'y a pas besoin d'être dans les territoires peu denses pour avoir des problèmes de connexion. Je suis navré. Merci Vincent d'avoir pris la suite en tout cas. Voilà. Donc, deuxième partie de ce webinaire avec 4 acteurs de la transition numérique sur les territoires. Donc, je passe la parole à Dany de Souza, qui est donc gérant d'un commerce d'outillage spécialisé à Romorantin et créateur de la marketplace lefortderomorantin.fr. Il faut que j'allume le micro. Allez-y, vous pouvez allumer le micro normalement. C'est bon. Alors, bonjour. Le partage, Vincent. Ah, pardon. Allez-y, Dany, allez-y. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, bonjour à tous. Je tiens à vous remercier de votre invitation. Tout d'abord. Alors, je me présente, Dany de Souza. Je suis responsable de la société Tube Concept, excusez-moi, à Romorantin, donc et fondateur du Fort. Alors, Tube Concept, c'est une entreprise qui a été créée en 2009, spécialisée dans la vente de matériel de plomberie de chauffage, avec un magasin physique. Au fil des années, je me suis aperçu que les ventes physiques diminuaient et que par contre la vente en ligne, les ventes en ligne augmentaient. Donc il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, je réalise 90% de mon chiffre d'affaires par Internet, en e-commerce, via mon site Internet et les places de marché telles qu'Amazon, Cdiscount et Mano, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc là, pour nous, c'était un petit peu ça a été une perte un peu d'identité. Une perte d'identité. Les commissions et les cotisations sont très coûteuses sur ces places de marché et viennent directement impacter nos marges. Donc en 2019, avec d'autres commerçants bien sûr, qui font partie de mon réseau local, on a mis en place, on a décidé de créer notre propre marketplace. Donc, et on avait peur aussi de rater un petit peu le wagon numérique. Donc l'idée, c'était de créer notre écosystème. Donc on a commencé à travailler sur une base du site, une architecture, en utilisant aussi les compétences locales. On a la chance d'avoir à Romorantin, au lycée Claude de France, des BTS en SEO qui font que du développement web. Donc on a créé cette base, on l'a présentée à différents commerçants qui pour la plupart ont adhéré, qui aujourd'hui d'ailleurs tels que Bureau en Gros, qui s'occupent actuellement du terrain et de la relation avec les commerçants. Il a fallu y trouver un nom, donc le Fort, qui n'a pas été choisi au hasard, un peu comme une forteresse pour se défendre un peu contre les gros. Le logo aussi a été travaillé, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Donc c'est 3 tours, hein, donc, qui représentent les commerçants avec la porte ouverte à l'extérieur et un cercle qui représente le territoire. Donc ça c'est en 2019. En 2020, est arrivé le Covid et ces confinements qui a accéléré le projet. Donc au premier confinement, on avait seulement la vitrine qui était en place avec les différents, une dizaine de commerçants qui étaient là. Après, lors du deuxième confinement, on a pu installer le paiement sécurisé, le retrait en magasin, un click and collect et la livraison à domicile. Pour toute commande qui a été passée avant 15 heures,
le client, l'utilisateur était livré le lendemain à domicile. Ça fonctionne très simplement du côté du commerçant. Il se connecte, il rentre son adresse mail, son login, ses codes. Il se connecte sur lefort de romorantin.fr. Suite à ça, en 3 à 4 étapes, la photo, le descriptif et le prix. Son identité est tout de suite reconnue et il rentre directement dans son espace à lui, dans son magasin. Pour les utilisateurs, c'est pareil. Ils s'inscrivent pour acheter et font leurs courses à travers tous les différents commerçants qu'il peut y avoir. À l'heure actuelle, on a des catégories principales: l'alimentation, la mode, la vente, les vêtements, pardon, bijoux, etc. Je ne sais pas si je peux vous faire si je peux prendre la main. Ah oui, tout à fait. Il faut aller en haut, en haut à droite. Il y a un écran avec une flèche. Ouais, j'ai une très mauvaise connexion. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Vous voulez que j'aille sur le site internet peut-être, moi? Non, si vous voulez bien, oui, je viens. Le fort tout attaché, le fort de Romain, voilà. Bon, ça va. Bon, à l'heure actuelle, on a donc une dizaine de boutiques avec 3000 références. Malheureusement, on a une file d'attente de 38 boutiques parce que beaucoup, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, beaucoup des commerçants ne sont pas forcément numérisés, ne sont pas digitalisés toujours. Ils ont pour la plupart une ligne téléphonique et un TPE, une caisse, mais pas forcément une connexion Internet avec comment dire, la possibilité d'acheter et de regarder en ligne. Donc là, à savoir que toute l'architecture, on est en train de préparer la Saint-Valentin. Et du coup, toute l'architecture va changer fin de semaine. Donc là, je suis sur votre site. Donc voilà, on a les différentes catégories qui sont là, avec l'alimentation, la mode, maison et bureau, le bricolage, la santé, santé, beauté, décoration, déco, ouais. Le bricolage, décoration. Donc l'inscription se fait tout en bas. Donc une fois que le commerçant s'est inscrit, on valide, on prend contact avec lui, on se déplace. Encore une fois, ils sont pas pour la plupart numérisés, et on les accompagne. On a la chance d'avoir des stagiaires assez régulièrement, donc le contact et la mise en place se fait assez facilement. Donc l'objectif, c'est à l'heure actuelle, on a une cotisation qui est de 4%, qui vient englober les frais bancaires et le maintien du site, serveur et l'hébergement. Jusqu'à aujourd'hui, le fort de Romorantin, on a réalisé un chiffre d'affaires de 15 000 € environ. Ça, c'est sans compter la partie inchiffrable qui est l'augmentation de passage en magasin. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. L'objectif à terme, les projets de développement, oui. Les projets de développement, oui, pardon, excusez-moi. Donc l'idéal, ce serait de rentrer un maximum de magasins sur le territoire, sur notre territoire, les villes qui sont frontalières à Romorantin, pour les commerces qui en font partie. À terme, il y aura une cotisation qui sera comprise entre 30 et 40 € par commerçant et 6% de commission. Le but, c'est de salarier 2 personnes, un webmaster à tenir qui aide les commerçants à intégrer les produits et un animateur réseau pour faire de la communication sur chacun des commerçants et chacun des produits et des promotions. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour. Très bien. Merci beaucoup, Dany. Merci à vous.
Alors, Stéphane Grandjean est arrivé entre-temps. Donc, vous êtes le dirigeant de SimpleMap, application mobile qui a pour but de valoriser les acteurs locaux et de favoriser des éco-gestes de consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement, parce que là, on est un petit peu en retard avec les problèmes techniques, brièvement cette application et son intérêt spécifiquement pour les commerçants? Oui, pas de souci. Bonsoir à tous. Effectivement, désolé. Mon ordinateur ne voulait pas se connecter, donc je me suis connecté avec mon téléphone. À la limite, ce que je peux faire, c'est directement partager l'écran de mon téléphone, comme ça, du coup, ce sera directement concret. Parfait. Et ça permettra aux gens de se rendre compte. Hop. Donc, vous me dites si vous voyez bien mon écran de téléphone. Vous avez la main, normalement. C'est OK pour vous? Tout le monde voit mon écran? Non. Non, là, non. Alors, attendez, on réessaye. À moins que ce soit votre photo sur votre écran. Partager écran. Parfait. Et c'est bon, vous l'avez? Parfait. OK. Donc, l'application SimpleMaps, l'idée, c'était de travailler évidemment sur la revitalisation des territoires, mais en faisant attention à pas forcément retomber dans les travers de certains systèmes qui technologiquement sont bons, hein, mais qui pour autant amènent pas forcément d'efficience. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les villes qui travaillaient sur un sujet très territorial, donc en se bornant aux limites de la ville et ou en étant que sur le secteur du service public, par exemple, ou autre, avaient assez peu d'efficience. Donc là, l'idée, c'est de dire aux gens, toutes les villes ont les mêmes besoins, donc on va travailler sur une notion territoriale, de cohésion des territoires, et en l'occurrence, on est sur une carte qui permet de faire voir ce qui se passe aussi bien à Rennes qu'à Marseille, qu'à Paris, qu'à Tours, pour faire en sorte que, en fonction du déplacement des gens, ils n'aient pas besoin de télécharger 50 000 applications. L'idée derrière, c'est aussi évidemment de pouvoir travailler sur différents items, de ne pas être que sur le commerce, parce qu'il n'y a pas que le commerce à consommer sur un territoire. Et surtout, si on amène d'autres thématiques type le tourisme, l'association et les collectivités, c'est potentiellement une audience qui va être derrière utile justement pour le commerce, puisque ça peut devenir des prospects. Donc cette idée de travail sur une cohésion des territoires et sur surtout une mutualisation des moyens a été vraiment très importante pour faire en sorte justement d'avoir un effet de masse assez rapide. L'idée, c'est aussi d'essayer de faire systématiquement et pour le coup, c'est des choses qu'on partage avec le forum de le commerce de proximité. Et là, en l'occurrence, on a changé un peu les biais en se disant, d'un côté, on va offrir aux commerçants un espace d'expression dans lequel il n'y a pas d'enchères, il n'y a pas de lien sponsorisé pour être plus visible qu'un autre. La seule façon, quelque part, d'être plus visible qu'un de ses confrères, ça va être de respecter un ou plusieurs, en l'occurrence, des impacts positifs qu'on va avoir dans la plateforme, à savoir l'impact positif que vous voyez ici, qui sont l'économie circulaire, le circuit court, la réduction des déchets, les gaz à effet de serre, etc., etc. Ce qui fait que quand vous validez et que vous tournez sur une ville, en Tours par exemple, mais dans d'autres villes, on va effectivement pouvoir voir, comme je suis en train de téléphoner en même temps, mon réseau est absolument pourri, donc je suis désolé, l'affichage est un peu lent, je ne sais pas si vous le voyez du coup. Ça marche, oui, oui. Est-ce que je vous ai perdu avec ma connexion? Non, non, allô? J'ai l'impression. Alors, je vais essayer de couper ça. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, ça fonctionne, ça fonctionne. OK. Donc, l'idée, c'est de pouvoir fournir évidemment un espace d'expression pour les commerçants, ce qui se passe, qu'ils puissent montrer leurs offres commerciales, en l'occurrence dans l'application. Vous voyez, il y a une fiche qui est assez classique, hein, mais où ils peuvent mettre en avant leurs médias, où ils peuvent mettre en avant leurs horaires d'ouverture, où ils peuvent aussi référencer leur site internet, c'est-à-dire que typiquement, ils auraient une page sur. On n'a plus la fiche là. Vous voyez la fiche là? On a les caractéristiques du téléphone là. Ouais, là c'est bon, parfait. OK. Donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir montrer tout ce que fait de bien un lieu, de pouvoir référencer son site internet. S'il a un site e-commerçant, de pouvoir le référencer aussi, parce que pour le coup, on est complètement agnostique là-dessus.
Maintenant, si le client en tant que tel veut aussi ouvrir sa M-boutique dans SimpleMaps, il peut très bien vendre ses produits directement dans la boutique avec système de paiement sécurisé et click and collect, évidemment. On est en train d'intégrer toute la partie livraison avec Mondial Relais La Poste. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir reproduire un espèce de Amazon locavore et éthique. Effectivement, c'est le modèle qui se développe. Avec une spécificité néanmoins, c'est sur le côté utilisateur, où on a vraiment travaillé fort sur ce côté gamification. C'est-à-dire que nous, on estime qu'il ne faut pas penser la transition numérique sans penser la transition écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, les gens, les consommateurs, vous, moi, on va vous challenger autour de votre connaissance de votre territoire, autour de votre connaissance des éco-gestes citoyens à travers des quiz, à travers des le saviez-vous, à travers la valorisation de vos actions de proximité. Tout ça, ça vous ramène des points que vous allez pouvoir cumuler dans une cagnotte qui s'appelle les bons points. Et en fait, ces bons points, derrière, vous allez pouvoir les transformer en coupons de réduction ou en dons à des assos, en l'occurrence, pour faire en sorte d'avoir du pouvoir d'achat ou de générer de l'altruisme. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, tiens, moi, j'ai eu 1650 points à travers mes bonnes actions, et du coup, ça m'a permis de générer 16,50 € de pouvoir d'achat. 16,50 €, ça correspond évidemment aux 5 ou 10% que j'ai pu avoir de réduction. Donc, imaginez le levier que ça peut avoir en termes de 90% de chiffre d'affaires complémentaire généré pour le commerçant. Et puis, l'exemple type qu'on a eu là, en l'occurrence, à Noël, avec l'opération Noël connectée, on a eu 4000 téléchargements sur le mois. On a pu distribuer un peu plus de 140 000 € de points justement dans l'application, et on a généré 23 000 € de chiffre d'affaires complémentaire chez les commerçants, donc à peu près 1200 un peu partout en France. Donc l'intérêt, c'est vraiment de se dire, voilà, on est en capacité de montrer ce qui se passe sur un territoire, de faire que les gens puissent se balader avec la même application pour voir Paris comme si j'étais à Tours, et de me déplacer et de retrouver mes lieux en fond d'expérience. Donc c'est ça, c'est de dire aux gens, travaillez ensemble, ça vous apportera des coûts moins chers, évidemment, puisqu'on mutualise les moyens, une meilleure audience parce que vous amenez tout le monde au même endroit, et du coup aussi une meilleure technologie parce qu'en mutualisant les moyens financiers, on peut plus investir. Et particularité pour finir du modèle de SimpleMaps, c'est qu'on a un modèle juridique de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, ce qui fait que nos parties prenantes sont aussi nos sociétaires. Donc on a des commerçants sociétaires, comme des présidents d'union de commerçants à Tours ou dans le 36, bref, différents endroits, ou à Carmaux depuis aujourd'hui par exemple. On a des collectivités comme sociétaires, on a la BGE comme sociétaire, qui est un très bon partenaire qui nous accompagne sur tout le côté justement maillage de proximité pour accompagner les commerçants dans leur prise en main de l'outil numérique. On a la Confédération des commerçants de France comme sociétaire, la Fédération française des associations de commerçants. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un outil pour et par les commerçants, pas un énième projet imaginé par des grands groupes qui après vont juste vendre une solution technologique et après en leur disant débrouillez-vous, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment un truc pour et par les territoires. Et c'est ce qu'on veut mettre en place avec effectivement une aura nationale pour le moment. On a déjà un peu travaillé sur le Canada puisqu'on a été incubé là-bas 18 mois, et on est en train de travailler sur le Luxembourg. Donc normalement 2021 devrait être le début des pas de SimpleMaps aussi outre-France, quoi. J'ai fait le plus court, je suis désolé, je vais peut-être déborder un peu, mais... Il n'y a pas de problème. Surtout que je vois que vous étiez un peu limité par la batterie, donc c'est parfait. Oui, c'est ça, exactement. Donc, merci beaucoup Stéphane. Donc, je vais passer maintenant la parole à Rémi Toisier, responsable des projets numériques au sein du JPRECIA, et qui porte l'outil, l'annuaire des prestataires numériques dont on a parlé, le Digital PME. Alors Rémi, est-ce que vous pouvez nous présenter cet outil, son intérêt pour les commerçants, mais peut-être en premier lieu les différentes étapes à réaliser pour réussir sa transition numérique? Alors en fait, Vincent m'avait demandé de réfléchir un petit peu à quels étaient les avantages d'un site internet par rapport à cet aspect commercialisation et autres. Et donc, je vais juste rappeler quelques portes ouvertes. On va enfoncer les portes ouvertes, mais c'est important de les rappeler. Un site web, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Et ça, c'est quand même extrêmement important déjà à prendre en tête.
à prendre en compte, puisqu'on va parler de stratégie et non pas de dépenses pures et dures sur de l'activité commerciale pure et dure. On est sur une vitrine disponible et accessible à tout instant. L'objectif, c'est bien d'augmenter sa visibilité, de susciter l'intérêt. On a des mises à jour qui vont être faciles, qui vont être rapides si on fait une comparaison avec un catalogue papier et tout ce qu'on peut mettre en place en termes de communication. C'est modifiable rapidement et à tout instant. On est sur une source d'infos illimitée car on a la possibilité d'y déposer toutes les infos utiles, techniques, documentaires, etc. Et donc avec les mises à jour dans les plus brefs délais. Ça veut dire qu'on peut arriver à mettre en place des automatisations de tâches. On a une chose qui est extrêmement importante en termes de commercialisation, c'est la relation client. Grâce au site Internet, on va avoir une attractivité, un dynamisme beaucoup plus percutant. On va être sur des activités beaucoup plus faciles pour des démonstrations. On va mieux connaître les clients à travers des analytics qu'on va pouvoir utiliser, que ce soit des statistiques, des développements, la fréquentation du site, les ciblages. Et on va pouvoir mieux suivre ces clients en leur proposant des actions qui vont être vraiment très ciblées. Et donc, ça veut dire qu'on est sur une interaction complète. Je dirais que pour terminer un petit peu ce préambule, qu'il y a une chose au préalable à faire, c'est qu'avant de commencer à travailler sur un site Internet, à travers les idées que l'on peut avoir en tête, il faut absolument mettre un cahier des charges en place et se faire accompagner, c'est quand même pas idiot. Parce qu'on a vu trop souvent de commerçants et autres, artisans par exemple, qui regrettent après la réalisation du site parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils imaginaient. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils imaginaient. Et donc ça, c'est extrêmement important et ça, il faut savoir un petit peu le déceler et le mettre en place. Alors, comment trouver une offre d'assistance numérique, si on peut dire? Eh bien, je vais vous proposer donc, je vais couper ma caméra, ça nous donnera plus de flux, et puis je vais vous mettre en ligne donc le Digital PME. Donc, normalement, vous voyez le site. Je suppose qu'il faut que vous me guidiez, Vincent. C'est parfait, c'est très bien. Alors voilà, donc c'est un site assez classique avec un bandeau qui s'anime, qui passe, voilà. On est sur quelque chose qui est avec un menu comme c'est habituellement le cas sur des sites comme cela, avec un parcours, on va y revenir, avec un annuaire, la notion d'annuaire, le financement dont on parlait tout à l'heure, les partenaires, parce que bon, c'est toujours bien d'honorer aussi ceux qui font partie du parcours. Comment s'inscrire? Donc ça, c'est pour les offreurs de solutions numériques. Et puis, bien sûr, la case se connecter. On est sur un site qui est complètement responsive. Alors, c'est peut-être un mot un peu étranger pour certains. Je pense que la plupart de ceux qui sont ici connaissent à peu près le sens. Ça veut dire que c'est un site qui est complètement adapté aux différents écrans qui vont supporter. Donc ici, on est sur un PC, mais peut-être que certains d'entre vous sont sur des smartphones ou des tablettes. Et donc, le site va s'adapter en fonction du support choisi. Et donc, je vais donner un petit exemple. Les visuels que vous avez ici, pour ceux qui sont avec des PC, eh bien, vous ne les avez pas sur le smartphone. Bien évidemment, pourquoi? Parce que ça prend trop de place, trop de temps dans le flux. Alors, si on s'en met à la visualisation que nous avons ici sur le PC, donc on a un site avec bien sûr le logo, la page d'accueil, donc qui prend 3 thématiques. Vous êtes offreur, vous êtes demandeur, et puis donc le principe de portail web de mise en relation, c'est extrêmement important. On a la petite flèche qui indique qu'on peut descendre. Alors pourquoi ce genre de choses qui fait sourire tous ceux qui sont un peu, geeks ou disons bien en place sur un plan ingénieux? C'est tout simplement parce qu'on s'adresse en priorité au démarrage à des gens qui ne sont absolument pas familiarisés avec toutes ces pratiques. Et donc, le principe est de leur montrer et d'utiliser les termes les plus simples possibles. Demandeur, c'est clair. Offreur, c'est clair. Donc ici, on explique ce qu'est le premier portail web en région, demandeur-offreur. Ici, on explique ce qu'est la transition numérique. On a un petit parcours, on va y revenir juste après. On a un système de bandeaux avec des critères chiffrés. Donc, ça veut dire qu'on a 247 entreprises qui offrent des solutions numériques sur ce portail. On a 48 compétences métiers dans le numérique. Donc, c'est ce que nous appelons les briques de compétences. Il y a eu 73 317 contacts donc, sur les 12 derniers mois. Et on est bien sûr sur une base de 6 départements, c'est-à-dire sur la région. On a une petite case toute simple qui est assez révélatrice sur des sites de ce type.
C'est-à-dire qu'on a à la fois des agendas et puis le principe d'articles d'actualité. Et donc, alors je rappelle pour tous ceux qui veulent se lancer sur un site, si vous mettez ce genre de choses en place, pensez à l'alimenter de façon extrêmement rigoureuse et méthodique, parce qu'on voit trop de sites où on s'aperçoit que la dernière info, elle date de 2 ans. Donc ça veut tout dire. En général, on arrête tout de suite. Ici, vous avez des fondamentaux, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'adresse à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc on a voulu expliquer ce que c'était que de l'infrastructure, de l'agence web, de l'outil de gestion, du RGPD, etc. Ça bouge au fur et à mesure, c'est aléatoire. Ici, on a un petit rappel des dernières fiches qui ont été bougées, changées, modifiées pour tenir compte de la stratégie. Et bien sûr, en bas de page, nous avons donc tout ce qui touche à la mention légale, au plan du site, à la charte éthique, puisqu'il y a une charte éthique pour les offreurs de solutions, et la petite case « Contactez-nous », bien évidemment. Je vais revenir donc sur le haut, et donc le parcours, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important pour vous. Le parcours, il est très simple. Pour venir sur ce site, vous aurez remarqué, enfin peut-être que vous ne l'avez pas remarqué d'ailleurs, pas de login, pas de mot de passe. C'est un choix stratégique pur et dur. Moi qui viens du marketing, c'est vrai que j'avais plutôt envie de pister tous ceux qui allaient venir là-dessus. Bien évidemment, les prestataires que nous avons connectés pour savoir un petit peu contacter pour faire l'opération que vous avez ici, nous ont tous, absolument tous, recommandé de ne surtout pas mettre de login et mot de passe pour des gens qui découvrent et qui viennent pour la première fois. Donc, vous partez du principe que vous avez fait un clic pour arriver ici. Vous êtes demandeur, vous faites un deuxième clic ici pour voir ce que vous allez pouvoir faire. On va vous proposer un projet digital et c'est vous qui allez, vous voyez, je souhaite, pour en savoir plus, consulter les fondamentaux, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, par exemple, vous allez dire, bon voilà, moi je cherche à être présent sur le web, et là on vous propose d'améliorer votre site internet, d'augmenter, etc. On va toujours rester sur la création de site, et on va même aller sur le site e-commerce, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure. Et vous voyez qu'en 5 clics au total, on arrive à cela. C'est-à-dire qu'on vous dit que sur les 247 qui sont ici, il y en a 52 qui sont en mesure de répondre à votre demande concernant un site, la création d'un site e-commerce. Et donc, vous avez ces petites cartouches, ces petits cartouches qui arrivent, voilà, les 52 sont là. Donc, si on prend parmi les premiers, vous avez ici le nom de l'entreprise, vous avez ici le logo, pardon, le nom, le lieu où l'entreprise est située, un petit laïus qui explique qui a été fait par l'entreprise, on est sur de l'autodéclaratif, et ici les briques de compétences que les personnes se sont mises, que les entreprises se sont mises. Vous voyez qu'ici il y en a 4, ici il y en a 2, ici il y en a 3. Vous voyez que les couleurs peuvent changer. Quand c'est bleu intense, c'est-à-dire que les personnes se sont mises le maximum de points qu'on leur a donné, il y a une attribution, sur les 2 briques de compétences choisies. Ici, bien évidemment, quand il y en a 4, il a réparti ses points, et donc il y a une visibilité qui est moindre. C'est fait exprès. Quand vous cliquez sur la liste, sur la fiche, pardon, vous rentrez dans la fiche complète. Et là, vous allez avoir la santé de l'entreprise, vous allez avoir comment elle a été créée, sur quoi elle repose, toujours le logo, les briques de compétences, là où on peut la trouver. Vous avez, on a bien dit que c'était une mise en relation, et l'intérêt, il est là, c'est que dans cette mise en relation, vous avez le nom, alors ici, en l'occurrence, c'est le gérant, vous avez son mail direct, vous avez son téléphone direct. C'est là que c'est intéressant, parce qu'on est vraiment sur de la mise en relation. Ici, vous avez la santé de l'entreprise, si on peut dire. C'est-à-dire que si vous voulez faire des recherches, vous pouvez rechercher. Moi, je vous incite vraiment, avant de commencer à faire quelque chose avec un prestataire, à aller voir de quoi il retourne, et surtout, qui est-il. Vous avez ici son adresse, et après, vous avez des choses qui sont complémentaires au site Internet que vous avez ici, pour aller chez lui. Et là, ici, vous allez avoir des choses qu'il va mettre lui-même pour mettre en avant, bien sûr, des choses qu'il a faites ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est la fiche complète et qui vous permet de toucher vraiment la société que vous voulez voir. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que vous voyez que c'est extrêmement rapide et ça vous permet d'aller voir directement les entreprises et de les choisir. Ensuite, vous avez le côté offreur. Excusez-moi. Je suis désolé. Pas de problème. Voilà, excusez-moi. Vous avez la case offreur. Je vais vous emmener vers s'inscrire pour aller directement dans le cœur du sujet pour ne pas perdre trop de temps. Donc l'offreur, c'est l'offreur de solutions numériques, bien évidemment. On va lui demander d'avoir ces différents critères pour pouvoir figurer, être référencé sur le portail en question.
Le critère principal, c'est le SIRET de la région, puisque ce portail, il est dédié à des entreprises de la région pour des entreprises de la région. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez avoir des entreprises qui sont sous forme de groupes et autres, qui vont quand même être présentes, et dont le SIRET n'est pas ici, mais ils ont un établissement secondaire dont le SIRET est bien dans la région. Donc voilà, j'ai refusé bien sûr pas mal d'entreprises qui venaient d'autres régions et qui donc ne pouvaient pas avoir accès. C'est un choix qui a été fait par la région sur cet aspect-là. Ici ensuite, on explique bien sûr à celui qui veut offrir sa solution ou ses solutions numériques de quoi il va retourner dans la fiche qu'il aura à remplir, puisqu'on est sur l'autodéclaratif, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on lui demande toutes ces informations-là. Il faut à peu près 20 minutes pour un offreur de solutions numériques pour remplir sa fiche et être référencé. Le tout se passe en 48 heures, puisque nous, on vérifie bien sûr auparavant si son SIRET lui permet d'être présent et ses activités aussi. On va regarder un petit peu à droite, à gauche quand même. Donc en fait, ensuite, vous allez sur s'inscrire. Et ici, donc, on va vous demander votre SIRET, le nom d'entreprise, l'email, le nom, le prénom, le téléphone. Et on va vous demander de lire la charte éthique et de la signer en cochant, bien évidemment. Et dans cette charte éthique, on voit qu'il y a différentes choses qui sont notées, notamment, bien sûr, le fait d'être sur la région, le fait d'être un établissement donc avec une activité réelle et significative dans le secteur du numérique, c'est-à-dire au moins à minima 40%, et puis donc la visibilité numérique professionnelle. On a fait évoluer ça dernièrement, puisqu'on n'était que sur des sites Internet. On s'aperçoit en évoluant aujourd'hui, le site a été créé en 2015, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des entreprises, et notamment des freelances, des entreprises indépendantes, qui n'utilisent plus de site Internet, mais qui vont utiliser les réseaux sociaux, que ce soit du Facebook, du LinkedIn. Et donc, on ouvre aussi cette possibilité. Donc voilà un petit peu en quoi est fait ce site, ce portail web. Donc l'objectif est bien sûr de pouvoir permettre donc à des demandeurs de venir chercher les informations qui sont tout à fait essentielles pour eux dans les différentes briques de compétences. Pour trouver les briques de compétences, c'est assez très simple, hein. Il suffit de faire ceci, et hop, et on arrive tout de suite aux 4 entrées sur l'annuaire. Une entrée par mot-clé, une entrée par brique de compétences, c'est ici qu'elles sont. Et quand vous cliquez sur une brique de compétences, quelle qu'elle soit, hein, on va prendre par exemple, je sais pas moi, multimédia, et puis vous allez voir que tout de suite, hop, on vous dit qu'il y a 18 offreurs sur cette brique de compétences-là. Et là, vous avez sur toute la région les 18 qui se sont référencés. Voilà le principe. Donc, c'est un outil qui est ouvert à tous. C'est complètement gratuit. C'est un outil qui est destiné donc aux commerçants, artisans, TPE, petites PME. Mais on s'est aperçu depuis que pour des entreprises qui sont beaucoup plus staffées, comme des ETI ou des très grosses entreprises, eh bien, les directeurs des achats ou les responsables RH vont chercher différentes briques de compétences et vont directement là où je suis pour aller trouver les briques de compétences et travailler en fonction de cela, en fonction des entreprises. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cet outil, qui est vraiment un outil qui a été repéré par le Sinov IT et le Syntec numérique. Et c'est comme ça que nous avons été approchés par France Num à travers, au départ, l'activité du secrétaire d'État Mounir Majoubi, qui trouvait que c'était une performance d'avoir fait un outil aussi simple et aussi efficace. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'attrait, entre guillemets, et l'absence de peur de la part des demandeurs. Notre sujet aujourd'hui est une communication tous azimuts pour qu'un maximum de demandeurs viennent sur ce site et recherchent ce dont ils ont besoin. Voilà, je terminerai par une toute petite chose, très simple, financement. Vous avez ici les deux financements, dont celui dont a parlé Vincent tout à l'heure, Cap Développement. Et puis vous avez le chèque numérique qui est actuel et qui est dans le cadre du plan de relance et jusqu'au 31 mars. Donc voilà. Et quand vous rentrez là-dessus, par exemple, si vous prenez Cap Développement, vous avez toutes les informations quant aux critères d'éligibilité. Et ils sont un peu trop drastiques. Il faudrait qu'ils soient un peu plus ouverts. Et vous avez ici les consulaires qui vous permettent de monter ces dossiers. Et aussi la personne, Anne-Gaëlle Delbois, à la région, qui s'occupe plus particulièrement de ces projets-là et de ces dossiers-là. Voilà. Merci. Je suis à votre disposition après pour répondre à des questions, bien évidemment. Quelques questions immédiatement, là, je vous les soumets. Le digital PME, comment il se fait connaître auprès des entreprises? Quelle communication il utilise pour se faire connaître?
Alors, il y a le SEO, hein, le référencement naturel, déjà, dans les recherches que peuvent faire les entreprises. Il y a tout ce qui a été fait comme travail, puisque en parallèle de cet outil, le deuxième axe du programme gouvernemental sur lequel j'agis depuis 2013, dont j'ai la responsabilité sur la région, qui est Transition numérique, qui était le programme gouvernemental de Fleur Pellerin sur la transition numérique, c'était de pouvoir faire ce genre de produit et le coupler avec une formation d'acculturation numérique pour les consulaires et autres personnes qui visitent les entreprises dans les régions. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons un programme de formation qui permet aux consulaires, il y en a d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des personnes là, qui étaient spectateurs ce soir et qui ont fait partie de ces formations. Donc ils pourront peut-être témoigner, je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas voilà. Et donc l'adjonction des deux fait qu'il y a un bouche à oreille qui se fait. Les développeurs économiques du réseau des développeurs de DevOps du réseau régional DevOps Centre-Val de Loire sont là aussi pour donner ce genre d'informations. En tout cas, nous, on leur donne les informations. Et ce qui nous manque aujourd'hui, plus qu'une notation des références, c'est plutôt le fait d'avoir surtout des demandeurs. C'est ça le plus important. À partir du moment où vous aurez des demandeurs par dizaines, par centaines, automatiquement, là, on fera venir, c'est quelque chose auquel on a pensé depuis le départ, l'histoire de la notation. On est bien d'accord que c'est intéressant, mais ce n'est pas primordial aujourd'hui. Ce qui est primordial aujourd'hui, c'est de faire connaître ce portail et de faire en sorte que les personnes viennent dessus, sans peur, sans problème. Et justement, est-ce qu'il a été présenté, une question, est-ce qu'il a été présenté aux branches professionnelles? On a vu avec la CCI, oui, qui sont acteurs de communication. Oui, CCI, CMA, on a les technopoles. Moi, j'ai fait beaucoup de présentations dans des manifestations. On m'a invité, par exemple, dans des associations d'entreprises sur comment dire, des zones artisanales, commerciales, commerçantes, des choses comme ça. On participe à beaucoup de choses. On est bien sûr dans les Human Tech Days, on est présent depuis les 3 années. On a été très présent dans beaucoup de manifestations orchestrées par les différentes voies de communication. Maintenant, je pense qu'il y a encore plus à faire. C'est vrai, il faut absolument qu'on appuie beaucoup plus encore. D'accord, très bien. Merci beaucoup Rémi pour cette présentation. Je vous en prie. Pas de problème. Donc, dernier témoin de cette table ronde. On reviendra ensuite sur les questions en lien avec Dany sur le fort. Dernière présentation, Géraldine Ferteux, qui dirige un salon de coiffure en Touraine. Alors, Géraldine, vous pouvez ouvrir le micro. Oui, ça y est, bonjour. Très bien. Bonjour Géraldine. À tous. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos usages numériques au sein de votre entreprise et ses apports en termes de nouvelles clientèles ou de chiffre d'affaires? Oui, alors, donc, je présente d'abord mon entreprise, donc un salon de coiffure à Chambray-les-Tours, en banlieue de Tours. Qui existe depuis 17 ans, que j'ai créé il y a 17 ans, et nous sommes 5 salariés et moi, avec une amplitude d'ouverture de 60 heures du lundi au samedi. Donc en fait, j'ai commencé par déjà m'équiper d'un logiciel de caisse avec de la comptabilité analytique pour avoir le nombre de clients, le nombre de coûts, les coûts pour faire une gestion un tout petit peu, très proche de la réalité. Les salariés peuvent aller sur ce logiciel de caisse, voir leur chiffre d'affaires au jour le jour, à l'heure, le nombre de clients qu'ils ont fait, etc. Donc ça, c'est le côté basique de l'histoire. Il y a quelques années, bien sûr, les réseaux sont arrivés. Il y a quand même une forte concurrence dans notre métier. Et pour acquérir une visibilité, je me suis donc intéressée à tout ce qui se passait. Donc, bien sûr, j'ai mis en place un site Internet. Et de ce site Internet, j'ai mis en place une possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Donc, depuis 2 ans, les clients prennent des rendez-vous en ligne via mon site, ce qui permet aussi de rester bien référencé, puisqu'à chaque fois qu'on clique dessus, bien sûr, ça le référence. Et là, l'année dernière, en 2020, le Covid m'a fait réfléchir à autre chose. Donc, aujourd'hui, il y a une application que la cliente télécharge sur son téléphone pour avoir en fait de la communication en direct, toutes les promotions, les actions, les nouveautés, les nouveaux produits qui rentrent, les nouvelles technologies,
Et puis, éventuellement, la possibilité de mettre en place des rendez-vous sur des plages horaires au dernier moment pour vendre mes plages horaires moins chères. Par exemple, voilà, demain, entre 10h et midi, je n'ai personne, ou mes collaborateurs n'ont rien. Hop, je mets la plage horaire en ligne et je leur vends les prestations avec des réductions. Ça se fait au dernier moment. Et j'ai un abonnement sur une plateforme référencée spéciale coiffeur qui me fait la même chose. Je choisis mes créneaux libres et je les mets en vente, ce qui permet en fait à la cliente, même celle qui ne me connaît pas, d'avoir la possibilité de venir chez moi à un prix préférentiel sur des tranches horaires que je mets en ligne au dernier moment, en fait. Et puis voilà, depuis quelque temps, je suis référencée Google Maps, où en fait, quand la cliente sort de son travail à environ 2 km autour de chez moi, si elle a envie d'aller chez le coiffeur, elle clique coiffeur à côté de chez moi et en général, je sors dans les 2 ou 3 premiers. Ce qui m'a fait quand même gagner l'année dernière environ 8% de clientes en plus, des clientes qui ne me connaissaient pas du tout, des clientes assez jeunes, que peut-être ne seraient jamais venues chez moi. Voilà. Si j'avais pas fait ce genre de choses. Bien évidemment, une page Facebook, ça c'est assez classique, qui m'a servi à communiquer avec mes clientes pendant les confinements de l'année dernière, les 2 confinements, tout particulièrement le premier pendant 2 mois, voilà, où on a pu leur parler, leur donner des conseils, leur interdire de faire des choses toutes seules, et puis leur donner des nouvelles de l'équipe pendant le confinement. Et puis, là, le projet 2021, c'est de pouvoir vendre mes produits de coiffure en ligne, en click and collect. Donc, avec le logiciel que j'ai, ils sont en train de mettre en place un click and collect, c'est-à-dire que la cliente va pouvoir acheter son shampoing ou son soin sur son canapé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais par contre, venir le chercher au salon pour pouvoir connaître le salon. Pour pouvoir en fait faire rentrer la cliente dans le salon. Voilà. Et en fait, en 2020, on a aussi mis en place des formations sous forme de webinaire ou en ligne, et pendant le confinement, pour ne pas casser le lien entre les équipes et moi, et entre les équipes et les marques. Et là encore, on continue à faire des formations en webinaire sur les tranches horaires qui sont disponibles, ou qui sont calmes, parce qu'en janvier, c'était un peu calme, sauf la semaine dernière, bien évidemment. Mais voilà, donc du coup, pour l'instant, on en est là. Alors, c'est vrai que la coiffure, c'est un métier assez traditionnel, mais en même temps, je trouve que c'est important d'être bien référencé et d'être bien reconnu sur les réseaux. Donc, j'en suis là. Voilà. Si vous avez des questions. Très bien, merci beaucoup, Géraldine. Donc, on voit quand même un accroissement de la... pas tellement du chiffre d'affaires, vous n'avez pas parlé de chiffre d'affaires, mais en tout cas de clientes supplémentaires et des profils plutôt jeunes. Surtout des profils plutôt jeunes et des clientes qui ne sont pas forcément du quartier ou de l'endroit où j'habite et du coup qui viennent parce qu'elles m'ont trouvé sur Internet, elles ont vu mon site ou elles ont vu Facebook. Ou, voilà, donc c'est vraiment intéressant comme démarche pour pouvoir gagner un peu plus de clientes, surtout les jeunes générations, celles qui ont entre 25 et 35 ans. Très bien. Merci beaucoup, Géraldine. On va passer à la 3e partie de ce webinaire, donc sur les questions. Alors, j'en ai retenu pour Dany 2 questions sur le fort de Romorantin. Est-ce que cette marketplace a un statut associatif? Et est-ce qu'il existe aujourd'hui un partenariat avec la ville des financements? Il faut ouvrir le micro, par contre. Vous m'entendez? Ouais. Oui, parfait. Alors, du coup, pour votre première question, c'est pas associatif, c'est ma société Tube Concept qui supporte le fort. Parce que pour l'instant, on ne connaît pas tellement la direction du fort de Romorantin. Et avec la ville, on a rencontré la ville, on a eu plusieurs échanges, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun budget qui s'est mis en place, ni au niveau de la ville, ni au niveau de l'association des commerçants de Romorantin. Très bien, merci beaucoup. On avait une question donc, sur le digital PME. Alors, je ne sais pas si on a répondu à Cédric Menindez sur le digital PME et son lien avec les branches, ses communications. Je ne sais pas si on y a répondu.
C'est quelque chose que je vais creuser de toute façon, parce que j'avais commencé à le faire pour quelques branches. On avait commencé à travailler avec l'UIMM, par exemple, avec Fabrice Brault. Mais je pense que c'est intéressant qu'on puisse creuser plus cette très bonne idée de Cédric, que je remercie. C'était pas que mon idée, mais je pense que effectivement là on est tous enfin voilà, on est dans un moment où on creuse en fait les possibilités d'aider les entreprises. Je pense que le job que tu as fait, il est remarquable, et si on veut passer la seconde, parce que c'est bien ça dont on parle, oui. C'est une piste, hein. Enfin, je pense que tu l'avais, et je pense que moi avec ma casquette de membre du conseil régional numérique, c'est clair que moi je trouve ça plus qu'intéressant, quoi. Plus qu'intéressant. Merci. Une remarque plutôt de Pierre-Yves Humbert. 52 résultats pour des créateurs de sites internet. Est-ce que c'est pas trop vaste? Oui, ça peut paraître effectivement, ça peut paraître vaste. L'intérêt pour nous, c'est de faire en sorte que les personnes qui vont rechercher puissent faire un véritable choix. Non pas avoir 2, 3 par-ci, par-là, mais avoir vraiment un choix. Alors, j'ai pas eu le temps de développer. Bon, lorsque vous arrivez à la réponse à laquelle je suis arrivé, là, quand vous faites le parcours, vous avez un petit pop-up. Alors, le petit pop-up, c'est tout simplement la petite chose qui est arrivée sur la droite. Je ne sais pas si tout le monde a vu, qui était jaune et bleu, qui est très, très symbolique, qui vient comme ça plusieurs fois en tremblotant, entre guillemets. Et lorsque vous avez cela, vous allez dessus, et là, vous avez une possibilité, par exemple, de géolocaliser votre demande. Vous avez une possibilité de déposer une demande. C'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure de cahier des charges, si vous avez un cahier des charges qui est relativement écrit ou des choses relativement écrites, vous pouvez très bien déposer un PDF directement. Et là, vous allez toucher les 8 premiers de la liste. Les 8 premiers. Et les 8 premiers peuvent être géolocalisés par rapport à votre situation. Donc, vous voyez, on arrive à restreindre les choses et à les rendre un petit peu moins vastes, effectivement, je suis d'accord. Mais qui peut le plus, peut le moins. En attendant, ça permet de vraiment bien choisir et de regarder. D'ailleurs, c'est toujours important de regarder le détail de ce que font les fournisseurs potentiels. Ça, j'incline vraiment tous ceux qui veulent se lancer sur le sujet à bien faire attention, à prendre le temps. D'où le conseil auquel je faisais allusion tout à l'heure. Se faire conseiller, c'est quand même pas idiot du tout, pour différentes choses. Il y a plein de détails qui sont super importants sur un site internet. Très bien. Merci beaucoup, Rémi. Une question pour Dany de nouveau. Comment vous gérez la livraison? Alors actuellement, on a déjà, étant donné que je fais déjà de l'e-commerce, on avait négocié des tarifs avec des transporteurs. Donc c'est actuellement ces transporteurs-là qui font la livraison. Donc on est en train de mettre en place le Proxico avec la Poste. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous en avez entendu parler. C'est le facteur lui-même qui passera chez les commerçants récupérer le colis et le livrera soit dans l'après-midi idéalement, ou alors le lendemain chez l'acheteur. Très bien. J'ai une demande de parole d'Antonio Lorenzo, qui est président de la 3e commission qui a rédigé ce rapport sur les TPE. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation. Je suis désolé, je n'ai pas pu me connecter. Vraiment une grosse difficulté de connexion aujourd'hui. Déjà au bureau du Césaire, c'était pas facile. Donc j'ai quand même réussi. Donc pardon si je reviens sur des choses que vous avez probablement peut-être dites. Donc je parle sous votre contrôle et vous pouvez m'interrompre en me disant c'est bon, on l'a déjà fait, on l'a déjà dit. Donc je vais pas sans vouloir prendre ce risque-là, je voudrais revenir sur la problématique de chercher des interlocuteurs pertinents qui puissent valoriser ce travail, et puis enfin ce travail que nous on a fait évidemment en 3e commission sur le numérique, mais au-delà de ça, celui de pouvoir sensibiliser les différents acteurs à cette question de rentrer sur ce chemin du numérique. Et c'est quelque chose que nous on avait constaté quand on a travailler sur cette problématique en 3e commission, c'est de se priver de l'accès aux branches. Il nous paraît, nous c'est ce qu'on avait noté, parce que avoir comme interlocuteur les chambres de commerce et les chambres de métiers, c'est très bien, mais avoir comme interlocuteur les branches professionnelles, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité,
en les démarchant, d'avoir un accès directement sur les entreprises, parce que les branches professionnelles, et elles sont nombreuses, organisent des assemblées générales, des comités de discussion, des sections de métiers, et puis également des formations, et y compris certaines ont même leur propre organisme de formation, et on peut très bien imaginer que vous puissiez faire des interventions au cours de ces différentes occasions où ils réunissent leurs adhérents et au-delà leurs adhérents. Et donc, se priver de ça, je pense que ça serait dommage. Et donc, je vous invite à réfléchir à une possibilité de communication auprès des branches professionnelles. Merci. Merci beaucoup, Antonio. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais peut-être, comme je lui avais pris la parole lors de sa présentation. Ah, si, j'ai une demande de parole. Ah, de Stéphane Grandjean. Oui, juste une précision. Alors, c'était juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on est convaincus de pouvoir travailler sur le territoire, c'est d'intégrer justement les intersyndicales, enfin toutes les confédérations, les fédérations de commerçants. C'est exactement ce qu'on a fait dans la SIC, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Donc, on a proposé la même chose aussi évidemment aux chambres consulaires. Donc, on attend des retours de CCI, CMA, Chambre d'agriculture, etc. Donc, avec grand plaisir pour qu'ils viennent travailler dans la SIC comme sociétaire et pouvoir accompagner leurs ressortissants, au final, qui sont les mêmes que les nôtres. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de dire il faut chasser en meute, il faut travailler en commun si on veut pouvoir aller grappiller 4, 5, 6, 7% de part de marché sur le monde du e-commerce, qui était quand même un marché à 109 milliards d'euros en 2020, quoi. Donc, si on veut y arriver, voilà, faut y aller ensemble, et il faut pas essayer de faire les trucs chacun dans son coin avec 10 millions de solutions qui, au final, n'ont pas d'efficience, quoi. Donc, voilà, faut vraiment essayer de réfléchir, grouper et mutualiser, quoi. Très bien, merci Stéphane. Ah, alors j'ai une dernière question d'Isabelle Muller. Est-ce qu'il y a d'autres aides de financement possibles que le chèque numérique ou le cap volet numérique? Moi, je vous incline à prendre contact avec Anne Galdelbois qui aujourd'hui recense différentes aides qui sont toutes nouvelles, là, qui viennent de sortir il y a très peu de temps, très peu de temps. Et je pense qu'elle est la plus appropriée. Vous la trouvez donc sur le site, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein. Et c'est vraiment celle qui va être le plus appropriée aujourd'hui pour répondre à vos questions. Ouais. Anne Galdelbois qui est chargée de mission au Conseil régional. Oui, qui s'occupe plus particulièrement, entre autres, des clusters, mais qui fait partie donc de la branche, effectivement, économie. Des clusters pas Covid, hein, on est bien d'accord. Non. Comme je lui ai pris la parole tout à l'heure, je vais passer la parole à Pierre-Yves Humbert pour clôturer ce webinaire. Donc, je remercie beaucoup les participants à la table ronde et aux personnes qui ont pu assister à ce webinaire où on a eu quelques soucis techniques, mais qu'on a réussi à arranger. Et merci à toi, Vincent. Merci, Antonio. Oui, merci, Vincent. Merci de me laisser l'honneur de conclure, mais tu me prends un peu de cours. Donc oui, en fait, on voit que c'est un sujet qui est en perpétuelle évolution. Il y a déjà eu beaucoup d'évolutions par rapport au rapport qu'on a fait l'année dernière. Et donc, je trouve que le mot je crois que c'est Stéphane Grandjean qui a dit « faut chasser en meute ». Je crois qu'en effet, c'est vraiment l'idée de ne pas y aller seul et de s'associer, de chercher des partenaires à droite à gauche, de s'appuyer sur les réseaux existants et les outils existants. Et voilà. Mais je pense que les témoignages qu'on a eus montrent que c'est possible et qu'on peut faire des belles choses. Voilà. Merci Pierre-Yves. On ne t'entend pas. Ton micro, Merci Vincent. beaucoup à tous et à toutes. Nous allons clôturer ce webinaire. Vous recevrez demain, toutes les personnes inscrites et tous les participants recevront demain une version du rapport du virage numérique dans les TPE et sa synthèse 4 pages. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. On a un petit peu débordé, donc je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci à toi, Vincent. Merci à tous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Ouais. Bravo pour cet événement très réussi. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir. Bravo à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.